Bonsoir à toutes et tous, je vous laisse vous installer tranquillement pour que nous puissions démarrer ce dernier comité syndical du CIGERLI pour cette année 2023 qui commencera par un petit mot par la ville accueillante et par le premier adjoint de la ville d'Oulin. Après on aura une présentation des SDAL par le CEREMA, le bilan de mi-mandat et puis on fera évidemment les délibérations qui sont à l'ordre du jour de ce comité syndical. Je vous laisse la parole et présenter Oulin, ce que vous voulez dire. Très bien, merci Monsieur Pérez, merci Monsieur le Président. Bienvenue à tous. J'excuse Madame le maire qui est à Cracovie, enfin à Auschwitz plus précisément, en train de faire visiter quelques élèves les camps de concentration. Alors c'est pas très gai, mais bon, ça fait partie du devoir de mémoire et ça fait partie des choses qui sont importantes à faire vivre à nos enfants. Donc j'excuse Madame le maire. Pour vous présenter la ville d'Oulin, alors c'est un tout petit territoire, 440 hectares, mais 27 000 habitants sur cette commune, donc ça fait l'une des plus denses des communes. Après Lyon et Villeurbanne, on est les troisièmes, un tout petit territoire, mais très dense. Donc on est quand même bien doté, on a beaucoup de points importants qu'on veut souligner. Donc c'était une ville très... on va dire très cheminote, avec un passé très, on va dire, il y avait de l'industrie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a pratiquement plus d'activités industrielles, mais plutôt commerciales. Et nous avons l'adjoint au commerce qui représente la ville, qui est présent et qui est délégué donc au CIGERLI. Donc Christian Barre pourra vous en parler également, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc la ville d'Oulin est composée de 4 parcs. Vous êtes ici dans la salle des fêtes, donc dans le parc Chabrière, l'un des 4 parcs que nous avons reliés au travers ce qu'on appelle un jardin sans fin. Donc c'est un cheminement qui permet de découvrir tout ce qui est un peu plus bucolique dans une ville qui est très dense. Voilà, donc un parc ici donc, qui est plutôt pour le côté festif. Donc on accueille la salle des fêtes, mais aussi quelques cérémonies à l'extérieur qui nous permettent d'accueillir les grandes cérémonies. Un autre parc qui est un petit peu plus à but écologique. Un autre parc qui est vraiment très urbain, donc avec un petit city-stade, voilà. Et puis un autre parc qui est un parc naturel où il n'y a que la nature et vraiment on souhaite le préserver comme ça. Voilà, pour vous présenter ces 4 parcs. Oulin, c'est aussi, alors ça va peut-être pas vous parler, c'est aussi une ville 30. On roule à 30 km/h à Oulin. Alors faites attention en repartant, ne roulez pas trop vite. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on a voulu mettre en place parce qu'on avait mis des zones 30 un peu partout autour de nos écoles. On a 11 écoles et donc à un moment donné, sur un petit territoire comme ça, on avait couvert 75% du territoire de zone 30 sans rien faire. Donc on n'a pas fait un gros effort de transformer la ville en ville 30. Alors bon, ça a été un gros coup de communication, mais ça a donné des idées à d'autres villes et j'en suis ravi parce que apaiser la vitesse en ville, c'est indispensable. Alors, dans certaines communes, c'est compliqué et je veux bien le croire. Quand on a un territoire très étendu avec des longs parcours, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour la ville d'Oulin, c'était une évidence. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long. Je pense qu'on va parler d'énergie. Je vous souhaite de passer donc une belle réunion chaleureuse. On va parler de gaz et lumineuse parce que vous allez nous apporter certainement vos lumières. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, je rebondirai juste sur le passé cheminot. Oui, moi, je fais une partie de ma scolarité à Oulin où beaucoup de mes camarades de classe vivaient dans les cités cheminotes qui sont encore visibles sur le territoire. Ça a marqué profondément l'histoire de la ville. Vous avez
la chance d'avoir l'Iseron qui traverse, parfois ça a été la malchance, qui traverse Oulin, mais qui aussi structure cette ville, qui est une très belle ville, et on est très content que vous nous accueilliez ce soir. Et si je ne dis pas de bêtises, sur la zone 30, vous êtes le pionnier, vous étiez la première ville de l'agglomération. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole au CEREMA pour la présentation des schémas directeurs d'aménagement lumière. Il y aura un petit temps d'échange suite à la présentation. Très bien, merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous, donc Sébastien Delmas, je suis chef de groupe au CEREMA et donc je suis accompagné de Romuald Jobert qui va vous présenter tout le travail qui a pu être fait dans ce partenariat que nous avons mis en place avec le CIGERLI. Donc on est très heureux de vous le présenter, d'autant plus que c'est un résultat assez remarquable qui commence déjà à être remarqué au niveau national. Donc pour rapidement vous présenter le CEREMA pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un établissement public de l'État et des collectivités territoriales, puisque depuis la loi 3DS, nous avons ouvert notre gouvernance aux collectivités et le CIGERLI a été l'une des premières à rentrer dans nos adhérents et on en est ravis d'avoir pu mener cette convention de coopération public-public avec le CIGERLI autour de la mise en place de ces schémas directeurs d'aménagement lumière. Mais au-delà de ces sujets, on travaille sur beaucoup d'autres sujets. On met à disposition énormément de ressources puisque ça fait partie de nos missions de service public. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet où vous trouverez beaucoup de ressources gratuites et à disposition. Et bien évidemment, on reste à disposition après cette présentation pour poursuivre les échanges autour de ces SDAL. Romuald, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc Romuald Jobert, chargé d'études au CEREMA sur la thématique de l'éclairage. Donc la présentation, l'idée c'est trois thèmes, on va dire. Vous présenter un peu le contexte en fait de l'éclairage public, pourquoi on va vers ces SDAL, le contexte un peu général, les objectifs du SDAL, et puis un retour d'expérience en fait sur la première livraison, on va dire, du SDAL réalisé dans le cadre de cette convention, donc avec la commune de Francheville, que je remercie. Donc, Monsieur Vernat est présent et on a restitué justement le SDAL de Francheville pas plus tard que lundi après-midi de cette semaine, en fait. Donc voilà, on y va. Non, c'est par là. Donc en fait, pourquoi les SDAL? Alors le SDAL aujourd'hui, schéma directeur d'aménagement lumière, il y a plusieurs définitions, schéma directeur de l'éclairage. Mais bon, quand on regarde un peu toutes les approches, elles convergent tous vers le même objectif en fait. Et aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est de réduire les nuisances lumineuses, mais sur plusieurs aspects. Il n'y a pas que la problématique de l'économie d'énergie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'éclairage, il est reconnu, plusieurs études, qu'elles soient scientifiques, médicales ou autres, que les nuisances et les pollutions lumineuses générées par l'éclairage public et d'autres sources, là on parle uniquement de l'éclairage des espaces publics et de la voirie, ont des implications en fait historiques sur la sécurité des déplacements. L'éclairage c'est voulu jusqu'à maintenant très fonctionnaliste, orienté vers la mise en sécurité des déplacements automobiles principalement. Et aujourd'hui, on touche plusieurs sujets. Bon, l'énergie, ça, j'ai pas besoin de vous expliquer. On sait que ça coûte très cher. Hein. On sait qu'aujourd'hui, c'est en moyenne, hein, si on regarde les chiffres nationaux, c'est environ 41% de la facture d'électricité des collectivités. Mais il y a d'autres facteurs comme la santé, en fait. On parle de lumière intrusive, différentes, on va dire, propriétés physiques de la lumière qui font qu'elles ont une incidence sur la santé humaine. Des soucis qui sont aujourd'hui pas contestés, qui sont fortement documentés par rapport à la problématique de la biodiversité, la continuité des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité, des notions plus culturelles avec le paysage nocturne, la disparition du ciel étoilé, et puis des problématiques aussi qui ont été relevées, les premiers lanceurs d'alerte par rapport aux problématiques de halos lumineux au-dessus des villes, qui est la communauté scientifique issue de l'astronomie qui, sur ces 20 dernières années, a vu une nette dégradation de l'observation, on va dire, des astres et des étoiles. Par rapport à tout ça, en fait, très récemment, l'éclairage public, c'est pas quelque chose qui était fortement réglementé. En fait, la première réglementation assez forte, enfin qui touche à l'ensemble des enjeux que je vous ai définis précédemment. Donc, c'est l'arrêté du 27 décembre 2018, qui est relatif en fait à la limitation. La réduction des nuisances liées à la pollution lumineuse. Et puis, ça c'est pour les aspects prescriptifs, réglementaires, l'éclairage est
relativement encadré par le monde technique et normatif, mais ces normes évoluent aussi pour se mettre en phase, on va dire, avec l'évolution des réglementations. Donc il y a ce contexte aujourd'hui qui fait qu'il y a des prescriptions précises avec des indicateurs chiffrés, des seuils qu'il faut atteindre, respecter dans le cadre de rénovation de l'éclairage. Donc au vu de tout ça, le CIGERLI a un enjeu relativement fort, puisque le CIGERLI aujourd'hui c'est 80 000 points lumineux, 7 000 kW de puissance installée, 2700 km de voies éclairées. Bon, donc c'est relativement important et il y a beaucoup à gagner en travaillant sur cette compétence donc, à laquelle adhèrent 52 communes du CIGERLI. Si on continue sur ce contexte général, il y a cette tendance. Aujourd'hui, il y a la possibilité, on va dire, de financer en partie les études liées à des objectifs de réduction des consommations d'énergie liées à l'éclairage public et l'amélioration aussi de la qualité de l'éclairage. Donc on peut faire référence, nous c'est dans ce cadre qu'on travaille aujourd'hui, le programme ACTE et plus particulièrement son sous-programme LUMACTE qui finance, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais à différents niveaux, à différents seuils en fonction des niveaux d'intervention, de la taille des communes, qui finance en fait les études liées à l'amélioration, en fait, avec pour objectif de favoriser la rénovation énergétique des parcs d'éclairage existants dans les collectivités, en fait. Donc, en gros, il y a un plafond qui est de 150 000 kilo € par projet aujourd'hui. Et puis, par rapport à tout ça, on continue. Le CIGERLI a engagé en fait la démarche pour essayer de planifier, on va dire, cette rénovation du parc de l'éclairage public. Et on travaille aujourd'hui, depuis un an pile à peu près, dans le cadre d'une convention publique-public, à la fois pour réaliser le CEREMA à 6 dalles en charge, mais surtout aussi au départ pour mettre en place une méthode commune, transversale, on va dire, d'analyse du territoire, de diagnostic du parc, qu'on ait tous un peu une direction commune et transversale à l'ensemble des communes qui sont adhérentes à la compétence de l'éclairage du CIGERLI. Je vais trop vite. Donc, un schéma directeur lumière sans tout détailler. L'objectif, c'est d'analyser, on va dire, la situation existante. C'est un gros diagnostic du parc d'éclairage et de planifier la rénovation de ce parc, on va dire, en fixant les grandes orientations, les priorités, et bien entendu en restant conforme à différents aspects, en fait, que sont d'une part la réglementation, mais aussi en prenant en compte les usages des espaces publics, la hiérarchisation de la voirie, la vie nocturne qui se prolonge plus à certains endroits de la ville qu'à d'autres, la consommation d'énergie, forcément, en fait, et puis l'impact environnemental. Sachant qu'en général, de toute façon, si on agit sur un des 4 facteurs, on agit aussi sur l'autre. Donc on n'est pas forcément obligé de sectoriser, puisqu'à partir du moment où on commence à rénover et à aller vers le passage LED, c'est ce qui se fait automatiquement aujourd'hui, on répond à tous ces objectifs. Donc si on regarde, si on simplifie, aujourd'hui, l'objectif, c'est que ces 3 premiers items, là, en fait, c'est ce qui compose à peu près 70 à 80% du parc aujourd'hui, des parcs existants, pas que ici au CIGERLI. Et c'est ce qu'on ne veut plus voir, en fait, c'est réduire les nuisances lumineuses, réduire la consommation d'énergie et aller vers ce qu'on pourrait qualifier de bonne luminosité, ou en tout cas d'une bonne pratique de l'éclairage, en agissant sur différents facteurs. Donc, en bas, là, c'est pour vous symboliser, mais les seuils, les prescriptions qui sont données par l'arrêté du 27 décembre 2018, c'est d'agir sur l'orientation des flux lumineux, la température de couleur, l'intensité du flux lumineux, et puis les notions de temporalité qui existent déjà. On fait référence, quand on parle de ça, à la notion d'abaissement ou d'extinction du parc dans des créneaux, dans certains créneaux horaires. Donc si on en vient à la méthode, en fait, donc c'est juste pour vous faire part de qu'est-ce qui se passe. On répond au CIGERLI, on s'engage pour faire un SDAL l'année prochaine ou plus tard. En gros, qu'est-ce qui va se passer? La méthode de travail qu'on a mis en place, elle s'articule autour de 3 phases principales. Une première phase qu'on va appeler une phase de diagnostic et d'analyse, de compréhension du territoire. Donc, état des lieux
du parc d'éclairage. Donc on s'appuie sur les données disponibles, géoréférencées à 100% pour ainsi dire, par le CIGERLI, des visites de sites, des réunions de travail avec en général soit la commission éclairage quand elle existe dans la commune, mais notre interlocuteur principal souvent c'est les services techniques, les directeurs de services techniques et autres. Et puis, parce que c'est incontournable, une analyse spatiale et urbaine, c'est-à-dire comprendre la ville, comment elle fonctionne la nuit, en fait. Quels sont les enjeux de déplacement, quels sont les lieux d'activité nocturne prolongée. Donc pour ça, on s'appuie et on essaye de géolocaliser, géoréférencer un maximum de choses ou d'utiliser toutes ces données. Donc c'est à la fois des données du CIGERLI, ça peut être des données issues du SCOT, ça peut être des données issues du PLU, mais l'objectif c'est d'avoir un maximum de données numériques, réutilisables, etc. Donc voilà pour cette première phase. La deuxième phase, fort de ce diagnostic, d'une bonne connaissance du territoire validée par les différentes réunions de travail avec les élus et les services techniques, on va passer aux phases d'études d'éclairement, de prescription et de préconisation en s'appuyant sur l'arrêté, sur le domaine normatif de l'éclairage et commencer à proposer, on va dire, des priorités de remplacement des luminaires, des zones d'extinction, des zones d'abaissement. On va commencer à travailler sur tous ces aspects-là. On a aussi, à la demande de M. Pérez, je crois, du président, essayé de relever aussi les ensembles de qualité du bâti, les bâtiments remarquables, les bâtiments qui pourraient faire l'objet d'une mise en lumière. Donc l'objectif, c'est de ne pas la faire n'importe comment, cette mise en lumière, donc de bien comprendre ces bâtiments, quel intérêt ils ont, comment on peut les éclairer sans aller à l'encontre de ce qu'on a prêché précédemment. Voilà, on accompagne ces études d'éclairement parce que là, on va commencer à donner des chiffres, des valeurs, on va dire... on va parler de température de couleur, on va parler de luxe, on va parler de luminance. Ça ne parle pas à tout le monde. Alors ce qu'on a essayé de faire, en tout cas avec Didier Prudon et puis souvent les chargés de secteur des différentes communes, c'est d'organiser des visites nocturnes dans des communes bons élèves, on va dire, ou en tout cas en avance, où on va pouvoir montrer 2200 Kelvin en température de couleur, ça fait ça, quoi. Un abaissement de 50%, ça fait ça. Donc on vient un quart d'heure avant l'abaissement, vers 23h, comme ça on vit l'abaissement en direct et on peut se rendre compte que finalement on voit encore très bien, même si on a réduit de 50% l'intensité. Et puis la dernière phase, celle qu'on a vécue en direct lundi après-midi avec l'équipe que je remercie de Francheville, monsieur le maire, monsieur Vernat, la commission éclairage et puis Juliette Rolquin, avec qui on a beaucoup échangé, qui est la directrice des services techniques. Je dis pas de bêtises. Voilà, donc la restitution, validation. Bon, j'ai des documents que je pourrais vous faire, qu'on peut vous faire passer. Pour la suite de la présentation, en fait, je vais beaucoup m'appuyer sur le travail qui a été fait en fait à Francheville, et où il y a, comme je vous disais, on a voulu géoréférencer. On a beaucoup travaillé avec les SIG, ce qu'on appelle les SIG, les systèmes d'information géographique. Tout ce qu'on pouvait exploiter à ce niveau-là, on l'a remodelé, adapté, on va dire, à notre problématique de l'éclairage. Mais l'idée, c'est aussi de créer de la donnée quand on est en phase de préconisation et de prescription. Donc on appelle ça, nous, notre atlas ABC, avec l'équipe du CIGERLI, toute une phase de cartographie, de données, en fait, pour l'analyse territoriale de la commune. Donc là, on va parler de la situation géographique, l'analyse spatiale, on s'appuie sur le PLU, sur les connaissances que la commune peut avoir. Le diagnostic de l'éclairage existant, donc là c'est de la donnée, elle existe dans 99% des cas de la donnée CIGERLI, donnée attributaire sur les différents points lumineux. Et puis là où on crée de la donnée, c'est dans la phase de préconisation. On a essayé que les prescriptions photométriques, les prescriptions temporelles, on va dire, et autres, puissent être géolocalisées, géoréférenciées, quantifiées, quoi. Donc c'est l'objectif. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur cette phase, en fait, je m'appuie donc essentiellement sur Francheville. Donc à quoi ça ressemble? Bon, vous regarderez le document, forcément là je présente que des cartes et tout, mais elles sont largement commentées dans le livrable et on explique pourquoi
Voilà, donc sur les phases d'analyse territoriale, l'idée c'est de comprendre le territoire en fait, comment il fonctionne, où sont les différents quartiers, comment tout ça s'organise, est-ce qu'il y a une activité la nuit plus forte dans le centre-bourg de Francheville qu'au quartier du Châter. Voilà, là c'est vraiment comprendre l'environnement dans sa globalité en fait, au niveau de sa géographie, comment il est organisé, à la fois sur les espaces urbains mais aussi sur les espaces naturels, agricoles. Francheville a la chance de disposer de tout en fait. De cours d'eau, d'espaces de forêt, d'espaces agricoles. Donc pour nous, c'était une version bêta, on va dire, qui était intéressante parce qu'on avait vraiment tout ce qu'on pouvait croiser en fait en termes de contraintes réglementaires ou d'objectifs. Bon, alors je ne vous passe pas toutes les cartes, il y en a beaucoup. Sur le total des 6 dalles, on a quantifié à peu près 80 cartes communales sur la totalité, donc ça fait beaucoup. Une qui est vraiment importante, c'est la hiérarchisation en fait, et l'identification des typologies et des usages de la voirie, parce que ça va vraiment conditionner après la classification qu'on va pouvoir faire, et derrière la classification, comment on va éclairer ces rues ou pas, éventuellement. Donc ce travail-là... Un travail qu'on a essayé de préciser, parce que des fois mis un petit peu de côté, mais il y a des gros enjeux, c'est d'identifier, on va dire, les différents réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques. Donc sur Francheville, il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a la présence de 3 vallons. Et par rapport à ces espaces, en fait, il y a des préconisations spécifiques, en fait, qui ont pour objectif de ne pas créer, on va dire, de rupture de ces continuités de corridors écologiques. Et on peut agir sur différents facteurs de la lumière. Ça peut être de l'extinction, ça peut être de la détection, c'est la température de couleur. Et c'est intéressant, en fait, de faire d'une pierre deux coups et de s'interroger sur ces différents aspects. Une deuxième phase, en fait, alors... Comme je vous le disais, il y a toujours des cartes parce qu'on a essayé à chaque fois de tout géoréférencer. Donc le bilan du parc, là sur ce point-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Les parcs sont globalement vieillissants. On essaye d'identifier en fait les différentes typologies de lampes qui sont en place. Ça va nous permettre après de voir ce qu'on remplace en premier. Donc les identifier, les quantifier et les géolocaliser sur le site en fait. Donc voilà, on trouve à Francheville encore des vieilles technologies comme le sodium haute pression, la iodure métallique, les lampes fluorescentes, fluocompactes. Et puis pour un quart du parc à Francheville déjà, on a déjà un renouvellement, un remplacement, un passage au LED. Sur cette base-là, après, on essaye de savoir où sont les fortes puissances. On raisonne par classe, en fait. Et puis, l'idée, c'est de localiser en priorité, pour prioriser ce remplacement, les fortes puissances. Donc, on voit là, par exemple, qu'à Francheville, il y a encore tous les points rouges, oranges que vous voyez. On est sur des lampes qui sont dans des puissances supérieures ou égales à 150 watts. Donc, c'est beaucoup à l'heure d'aujourd'hui au regard d'une puissance moyenne pour un éclairement équivalent, voire plus qualitatif, d'une LED qui ferait 40 à 70 watts. Quoi. Donc il y a tout ce travail d'analyse. On a la puissance installée, on a le nombre de points lumineux, on peut aller très vite vers les consommations du parc, en fait. Donc par typologie de lampe, on voit très vite que les vapeurs de sodium haute pression, ça pèse lourd. Hein, vous voyez, un total de 543 720 kWh sur un total de 780 000. On voit très vite que c'est quelque chose qu'il va falloir remplacer en priorité, en fait. Et sur cette base-là, si on continue, donc on peut avoir des tendances, hein, on pourrait affiner encore ces chiffres-là, mais l'idée c'est de regarder qu'est-ce qui se passe en fait. Donc si on part d'une situation initiale à Francheville, on est à 780 000 on va dire, kilowattheures de consommation annuelle. Si on touche à rien, en fait l'idée, le scénario qui est en dessous, et on fait de l'extinction sur un créneau minuit 5 heures. Et très rapidement, on voit qu'on fait une économie d'énergie de 46%. Mais on va voir qu'on peut y arriver même si on n'éteint pas tout. Donc là, dans le premier scénario, hein, celui qui est en bas de la... J'ai un peu du mal à me retourner. J'ai tendance à... On a
on n'a pas engagé de travaux de rénovation, on a juste fait de l'extinction. Bon, ça vous donne une ordre d'idée, quand on éteint 5 heures quotidiennement, enfin quotidiennement la nuit, le parc, c'est intéressant quand même. Sur le premier scénario, ben là, on n'éteint pas, on laisse allumer, mais par contre on rénove, on passe 100% du parc en LED, mais par contre on a toujours nos 3940 heures d'éclairement annuel. Alors là, on a un chiffre qui est de moins 30%, on pourrait se dire, mais c'est parce que c'est sur une situation initiale dans laquelle Francheville a déjà engagé des rénovations et le parc, à hauteur de 26%, il est déjà en LED. C'est pour ça que le chiffre est un peu faible. Si on imaginait qu'il n'y avait pas de LED sur ce parc, on serait plutôt autour de 45-47%. Donc on n'est pas loin de ce qu'on gagne quand on éteint. On n'éteint pas, mais on a diminué la puissance par 3. Ah, excusez-moi. Et dans le scénario en bas, on commence à mélanger les deux. C'est-à-dire on a changé complètement le parc, principalement en rétrofit. Sur Francheville, on a quasiment 60 à 70. Le rétrofit, c'est-à-dire on change juste la lampe, on va dire. On garde le mât, on garde la vasque, on garde un tas de choses. Donc c'est la solution la moins onéreuse. Et puis on commence à jouer, à éteindre. Et là, là, ça commence à être intéressant puisque là, on est à moins 61% de consommation d'énergie. Et puis enfin, dernier scénario, on mélange un petit peu tout ça. On a rénové 100% du parc. On ne va pas tout éteindre parce qu'on a des besoins sur certains axes structurants, parce qu'il y a le dernier train à minuit, on veut que ce soit encore allumé, il y a le bus à 11h, etc. Donc on va, si on regarde par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, la hiérarchisation, la classification qu'on aura fait des voies, à Francheville, en gros, on a 70% du parc rénové en extinction et 30% du parc rénové en abaissement. Et là, on se rend compte, en fait, que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on arrive à 60% de gains sans tout éteindre. Parce que souvent la question est posée, est-ce qu'on éteint tout? Je reviens juste en arrière, mais enfin, vous voyez qu'on arrive quasiment à la même chose. Et on tolère malgré tout, enfin on peut quand même, puisque c'est souvent la question, la sécurité, la nuit, etc. Donc là, on arrive à un même résultat, bon, sauf qu'il y a un investissement forcément à côté sur le passage au LED. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extinction, c'est pas forcément le Graal, quoi. On peut arriver à faire beaucoup d'économies en rénovant son parc avec des technologies qui vont permettre d'atteindre les mêmes résultats en gardant une partie structurante, on va dire, des voiries allumées. Enfin, avec une gradation, j'y reviendrai après. Donc sur les prescriptions techniques, comment ça se traduit en fait, la carte est passée vite, mais quand on s'est mis d'accord avec les équipes, les élus, les équipes, les services techniques sur la hiérarchisation de nos voiries, mais on va commencer à mettre en place les différents indicateurs. Donc souvent, on va travailler essentiellement sur la classification de l'usage de la voirie au regard d'une norme qu'on appelle la NFEN 13201. Et puis on va appliquer des classes d'éclairage, et ces classes d'éclairage vont nous renvoyer vers des niveaux d'éclairement, des températures de couleur, des niveaux de luminance et autres. Alors une petite spécificité au CIGERLI, c'est qu'au CIGERLI, on propose d'avoir un petit peu une règle du qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que souvent, si on propose directement de baisser fortement, par exemple à 10 lux, il y a un peu de réticence parce qu'on se dit ouais, 10 lux, ça fait pas beaucoup. Donc souvent, il y a deux notions au CIGERLI qui sont en pratique. La notion de l'étude en fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va faire les études comme si on allait mettre 15 lux. Par contre, en fonctionnement, on sera à 10 lux. Et puis, si c'est mal perçu par les habitants et autres, on sait qu'on pourra éventuellement remonter le seuil. Bon, c'est pas sans effet parce que ça coûte un petit peu plus cher quand même d'aller sur cette démarche, mais par contre, ça permet de pouvoir réajuster à la demande ou à répondre à une crainte, en fait. Donc ça, bon, je passe vite, c'est juste pour vous montrer. Donc vous avez vu tout à l'heure, il y avait ces classes, C4, C3, et là on commence à cartographier, c'est ce que je vous disais. Là on est en phase de prescription et on crée de la donnée, c'est-à-dire que les voiries aujourd'hui sont identifiées sous une classe, on va dire,
Et après, c'est quelque chose qui est relativement efficace quand on va commencer à réinjecter tout ça, par exemple, dans le SIG du CIGERLI qui est, je ne dis pas de bêtises, qui est en refonte, qui sera disponible. Toutes ces notions pourront apparaître assez facilement et elles sont quantifiées. Ce n'est pas qu'un trait sur une carte ou un bout de papier. Pareil pour les scénarios qu'on a d'abaissement et extinction. Si on prend cette carte sur Francheville, donc vous voyez les réseaux un peu structurants en jaune, on est en abaissement, 100%, 50% sur un créneau 22h, 5h. Tout ce qui est bleu sur la carte, on est en extinction. Et puis le violet, on propose de déposer l'éclairage. Voilà, les scénarios, ça ressemble à ça. Soit on est en abaissement, soit on est en extinction. Un petit focus, et j'ai presque terminé, sur l'analyse qu'on a faite. En fait, on a simulé, on va dire, les halos lumineux. En fait, là, l'idée, c'est d'identifier les points lumineux qui pourraient avoir un gros impact sur la biodiversité. Donc, ce que vous voyez là, en gros, c'est les espaces naturels en vert. En orange, la diffusion, les flux de lumière des différents points lumineux. Et en rouge, les zones de conflit, on va dire. Et une fois qu'on a isolé ces zones de conflit, à l'intérieur de ces zones de conflit, quand on superpose avec les points lumineux du parc, on peut très facilement répertorier, inventorier les points lumineux qui pourraient, par exemple en température de couleur, aller plus loin que la préconisation réglementaire de base, qui est de 3000 Kelvin, 2700 préconisés par le CIGERLI, mais on pourrait aller jusqu'à 2002 par exemple sur ces points-là. Et puis dernier point, en fait, à l'issue de tout ça, on regarde aussi, pour commencer, les préconisations matérielles, commencer à identifier le parc. Donc souvent c'est un patchwork quand même. Il y a pas loin de 34 gammes répertoriées sur le territoire de Francheville. Et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est dominant. Et puis comme on va s'engager sur du rétrofit ou autre, là on voit que l'ovale bombé, quand même, ça vaut le coup peut-être de rester sur ces formes-là pour ne pas créer des surinvestissements. Et puis regarder ce qu'on va pouvoir conserver, ou en tout cas la ligne qu'on va prendre par la suite. Et on a fait avec donc Didier Prudon, avec qui je travaille, à chaque fois on fait un espèce de top 5 des luminaires qui sont présents sur le territoire. Et puis dernière phase, et j'en termine, là on vous a fait circuler donc la restitution du livrable en gros. Donc je vais vous mettre juste le sommaire. Donc c'est un document qui comprend 6 parties principales. L'introduction en général, on n'y coupe pas. L'analyse du territoire, donc c'est la version commentée, chiffrée, quantifiée du territoire. Le diagnostic du parc, on explique pourquoi le cadre réglementaire et la normalisation nous imposent certains seuils à respecter. Les préconisations photométriques et puis les préconisations matérielles du mobilier d'éclairage. Voilà. Et donc si vous voulez avoir une idée du rendu, le document A3 qui circule, c'est le SDAL dans sa version finalisée, donc celui de Francheville en l'occurrence. Et merci Romuald. Et peut-être M. Vernat voulait réagir sur ce SDAL justement. Alors, d'une manière générale, très, très satisfait de la prestation à la fois du CIGERLI et du CEREMA, puisque vous avez travaillé complètement de concert, j'allais dire. Dans un premier temps, ça nous a fait redécouvrir le problème de l'éclairage public, qui passe assez inaperçu, même si quelque part c'est de la lumière, on ignore totalement ce qui se passe, ne serait-ce parce que c'est le CIGERLI qui s'en occupait d'une manière délégué, donc on n'avait pas un œil très, très, très expert sur notre éclairage public. On a pris conscience aussi de son état, je veux dire, relativement moyen quand même, et de la dépense d'énergie que ça représentait, ce qui n'est pas forcément évident puisque nous, ça passe tout ça dans la taxe foncière, donc notre financier ne nous alerte pas sur les dépassements de la note en matière d'énergie, mais ça nous a fait prendre conscience effectivement de ce que ça représentait, ne serait-ce qu'en économisant 50% de la consommation d'énergie, même si on peut peut-être aller jusqu'à 60%, c'est quand même une note importante qui va compenser quand même une partie de l'investissement, qui n'est pas neutre, parce que pour nous, pour 2000,
2050, je crois, points lumineux et 57 armoires. C'est quand même un investissement autour de 2,5 millions quand même. Hein. Sans parler après des enfouissements de réseau. Mais rien que l'aspect éclairage, c'est quand même autour de 2,5 millions. Même si, bien sûr, le CIGERLI va nous faire des économies sérieuses. Donc voilà, déjà prise de conscience un peu de ce que c'est l'éclairage public, parce que bon, c'est pas forcément un thème majeur dans la commune. Le travail, j'allais dire, a été assez remarquable, c'est-à-dire ne serait-ce que la connaissance du patrimoine, qui est quand même très approfondie de la part du CEREMA, et des choix qui nous sont faits, enfin, puisqu'on a quand même participé aux choix en termes de type de voirie, donc là, on s'est quand même investi. Les élus et les agents de la commune se sont investis dans les définitions du type de voirie, la connaissance de la réglementation qui, pour la plupart, est ignorée, et donc les différents choix qui nous sont proposés en termes d'abaissement par type de voirie ou en termes d'extinction, le type de matériel. Donc globalement, un très bon travail. Et merci donc à l'équipe CIGERLI et CEREMA. Merci. Et donc, je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Oui. Bonsoir à tous. Quentin Balayé de Lisieux. Petite commune, mais avec un peu moins de 1200 points lumineux. J'ai deux petites questions. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation intéressante. J'ai moi-même travaillé dans l'éclairage public, donc j'ai sommairement appliqué ça, mais donc ça me rassure en tout cas sur l'approche que j'ai eue. Je voulais savoir comment vous avez géré la gestion de l'hétérogénéité de l'éclairage sur des grands axes passants, et notamment des axes intercommunaux. Et peut-être que Francheville a des axes intercommunaux avec d'autres communes qui sont hors CIGERLI. Alors ça, c'est pas forcément simple, mais on a quand même eu une réflexion là-dessus. C'est-à-dire que dans les communes, ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faudra qu'on reprécise, mais il y a la notion de bassin de vie. Et en fait, on a eu une approche, vous pourrez voir là dans le document qui circule, qui s'appelle Atlas Carto, il y a à la fin ce que j'ai appelé moi territoire Grand Lyon, et où on a essayé justement par rapport à la fois sur la continuité des axes structurants automobiles, on va les appeler, mais aussi les continuités, il y a les voies lyonnaises qui sont transversales avec un cahier des charges spécifique. Donc l'idée c'est d'élargir un petit peu à chaque fois, et souvent en fait, de concert avec les communes, ils ont conscience de ces continuités-là, l'arrivée des voies lyonnaises, et puis les prolongements aussi des corridors de la biodiversité. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, moi j'ai à charge Craponne et Francheville, ils sont voisins, ils sont tous les deux dans le bassin de vie de Liseron, et là à chaque fois on a essayé d'aller au-delà de la limite communale et de mettre en concertation, donc là c'est pas fini, on a encore, mais par exemple... C'est clair que quand on échange en ce moment avec Craponne, on parle de Francheville, c'est nécessaire quoi, pour être de concert. Et après, par rapport à cette hiérarchisation des voies, comment on s'organise, bon, il y a le CIGERLI qui a une pratique, on va dire, avec des termes, une approche de cette hiérarchisation des voies qui leur est propre et qu'on affine avec les équipes locales en fait. C'est comme ça qu'on a travaillé jusque-là. Mais justement, enfin, votre question, c'est quelque chose que j'ai vite repéré en fait quand on a commencé. C'est que, mais bon, ça, on peut pas toujours faire, mais c'est vrai que si on arrivait, quand on a 4 SDAL, d'arriver à travailler sur cette continuité, c'est relativement important. On a un peu un phénomène comme ça qui s'impose avec Pierre-Bénite et Oulin, puisque les deux communes fusionnent. Et là, déjà, en fait, à la dernière réunion avec Oulin, on a déjà commencé à mixer, à fondre les deux SDAL. On ne raisonne plus le SDAL de Pierre-Bénite et le SDAL de Oulin, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond à ma question. Et juste une dernière question pour avoir plutôt votre avis. On entend parler du pilotage à l'usage, c'est-à-dire avoir des capteurs qui éclairent seulement quand il y a des usagers, notamment sur les voies lyonnaises. Quid de la pollution lumineuse et de l'impact sur la biodiversité de ces extinctions allumage Alors ça, j'ai pas assez de recul par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui arrive, on parle des trains de lumière et autres, mais de concert avec mes collègues au CIGERLI, c'est pas forcément quelque chose qui pour le moment est
est perçu comme une solution miracle parce que c'est beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de complexité, on va dire, et il y a des doutes, enfin, ou une incertitude en fait sur la pérennité de ces systèmes-là en fait. Merci de conforter mon idée. Et qui apporte aussi, je vous passe, de la Wi-Fi, du Bluetooth de partout. Enfin. Oui, bonsoir. Merci effectivement de cette belle présentation. Guy Perusset, Saint-Symphorien-d'Ozon. Donc nous avons engagé une réflexion de notre parc de points lumineux qui s'est achevé il y a quelques mois. Donc on a fait le choix de passer en LED l'ensemble des points lumineux. Et aujourd'hui, la question est d'actualité d'établir donc un SDAL, effectivement. Le fait d'avoir engagé la réflexion totale des points, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce qu'il va falloir retravailler? On a un peu plus de 1800 points donc en LED et 46 armoires. Voilà. Donc voilà pour le bilan. Donc maintenant, le SDAL, donc c'est une réflexion qui est engagée pour solliciter le CIGERLI sur ce point-là. Est-ce que, voilà, quelle est la démarche dans la méthodologie? Est-ce que vous avez un avis c'est quelque part déjà une bonne chose, puisque de toute façon, la LED, son grand intérêt, au-delà de consommer peu, c'est quelque chose qu'on peut piloter à souhait, on va dire. Donc aujourd'hui, si vous êtes équipé avec cette technologie-là, on sait qu'on va pouvoir on peut toujours répartir les points lumineux, réaffecter à une autre armoire. Et le travail qu'il y aurait à faire aujourd'hui, qui n'a peut-être pas été fait, c'est ce travail justement de hiérarchisation et de définir les scénarios d'abaissement, d'extinction. Et pour le coup, non, c'est pas trop un problème puisque la LED permet ça. Donc du coup, vous avez une longueur d'avance sur l'installation, mais on pourrait optimiser encore en regardant comment on l'utilise, cette technologie, quoi. Parce que là peut-être c'est un raccourci, mais là, vous avez changé d'ampoule et sans forcément de réflexion sur comment j'éclaire, en fait, maintenant où je mets le curseur, où j'éteins, où j'allume. Et l'avantage, c'est qu'avec la LED, on peut faire ça assez rapidement, en fait. Oui, et d'autre part, c'est vrai qu'on était dans cette grande discussion de l'extinction totale ou pas. Et donc, moi, je viens de découvrir qu'effectivement, il y avait beaucoup d'autres possibilités, donc sans aller à l'extinction, qui heurtent un certain nombre d'élus. Ah oui, ça, c'est le quotidien, en fait. Mais en première approche, vous avez vu, on arrive quasiment au même gain économique. Bon, si on met de côté l'investissement merci. Qui est à côté, qui est parallèle, quoi. Sébastien Riera du CIGERLI, juste pour compléter et aller complètement dans votre sens, Romuald, effectivement, solution sans regret, la LED, parce que derrière, ça ouvre les possibilités sur l'abaissement, sur tout ce champ-là. Et ce que disait Romuald aussi, et je l'appuie, dans les températures, on est aujourd'hui sur, là aussi, des solutions sans regret dans ce que l'on préconise. Donc voilà, c'est pas incompatible, et je dirais que c'est même intéressant d'aller sur le SDAL, même si vous avez déjà la démarche LED, parce que ça permet d'aller objectiver, d'aller identifier les zones les plus sensibles et d'être vraiment le plus fin possible une fois qu'on a mis la solution technique en place. Il y avait une question au fond là-bas. Monsieur, non? Oui. Non, c'était juste, sur Varniz, on est passé. Du fait d'enlever directement en fait certains quartiers complètement, bon, ça s'accompagne. Alors c'est dur, on va dire pendant une semaine ou deux. Ça marche quand même assez bien. Par contre, je rejoins, puisqu'en fait, on s'est pouvoir
Donc en fait de passer au fur et à mesure qu'en fait les piétons ou autres passaient, effectivement mettre de la lumière, il semblerait qu'en termes de technique et de pérennité du matériel tel que vous l'avez dit, ça pose encore des problèmes, ce genre de technologie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé là-dessus, on est allé sur de la LED ou rien du tout. Et effectivement, bon, c'est peut-être un peu, c'est peut-être minimisé par rapport au projet, mais bon, c'est vrai que ça se passe quand même pas trop mal. Voilà, c'est tout. Après, par rapport au scénario d'extinction, enfin, vous me confirmerez, Monsieur Vernin, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des expériences, en fait, d'avertir les gens que pendant 3 mois, on va éteindre. Et de mémoire, à Francheville, ça a permis justement d'ajuster correctement le créneau d'extinction. Au départ, c'était plutôt 22h, 5h, puis on est passé à minuit, 5h, parce que beaucoup de gens ont dit le bus, il est encore là à 23h, etc. Et oui, c'est vrai. La phase expérimentale, sur une durée, il n'y a pas besoin que ce soit une année, est assez intéressante. Oui. Mais la phase expérimentale avant. Oui, on a fait une phase expérimentale sur 2022, à partir du mois de septembre, et on est toujours dans la phase expérimentale d'ailleurs. Mais effectivement, on a eu pas mal de plaintes au départ, puisqu'on éteignait tout ou presque de minuit à 5 heures, je crois. Et rapidement, on a eu des plaintes des retardataires des bus, donc qui finissaient, qui rentraient à minuit chez eux. Donc ils ont dit non, c'est pas possible, on n'y voit plus rien. Enfin, donc on a modéré, c'est-à-dire qu'on a laissé éclairer les voies de bus, mais puisque là, on a la possibilité avec les LED de passer à un abaissement de 50%, on va certainement passer à 50%. Par contre, toutes les petites voies de desserte des petites résidences, j'allais dire, on va carrément éteindre. Alors on aura certainement des réclamations, mais comme effectivement, puisqu'on a laissé la possibilité aux gens de s'exprimer ne serait-ce que par mail sur cette expérience, il y a eu relativement peu ou très peu de demandes d'éclairement. C'est même plutôt l'inverse. Ils nous disent pourquoi vous laissez éclairer telle rue. Donc je pense que l'aspect extinction est tout à fait possible, enfin même obligatoire. C'est pas une question, c'est une remarque parce que bon, tout le monde a souhaité faire de l'extinction ou diminution. Et il y a quelque chose qu'on oublie de faire, c'est d'adapter le mobilier urbain à l'extinction. Et avec la métropole, vous faites des visites de nuit et en mettant des fois des petites bandes réfléchissantes à certains endroits, ça vous permet de sécuriser au sens cheminement. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une solution aussi qui est pas coûteuse, puisque c'est la métropole qui finance le mobilier urbain. Ouais, non, mais en plus, c'est pas tant, c'est plus par rapport au mobilier urbain. Donc déjà, merci pour la présentation. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai consulté le dossier. C'est juste passionnant. Donc, j'encourage vraiment toutes les communes à faire ce travail. Dans la phase amont, diagnostic, etc., vous n'avez pas parlé des impacts lumineux, des enseignes et de la publicité. Ça m'intéresse beaucoup en tant que vice-président en charge de la réduction de la publicité, même si le RLP, le règlement local de publicité métropolitain, est déjà passé et bien passé. Mais je suis assez curieux d'avoir votre regard et cette question là-dessus. C'est sûr qu'il faut. Là, c'est juste un problème c'est-à-dire que c'est pas à charge du CIGERLI, les enseignes lumineuses et autres. C'est surtout pour ça qu'on est focalisé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est réglementé. Enfin, dans la excusez-moi, j'ai pas du tout entendu la réponse que vous avez fait à Philippe. Je disais que et ça tombe bien parce que moi j'avais à une extension de la question. À Écully, on a le problème du campus avec certains équipements et pour des raisons de sécurité ou de non-sécurité, parce que je ne pense pas qu'un parking ait vraiment besoin d'être éclairé toute la nuit. On a beau, nous, certains endroits, sensibles, que ce soit les antennes, mais aussi les parkings privés. C'est un gros travail, mais
faut commencer déjà par ce qu'on voit, hein, ce qu'on entend par expérience sur les SDAL qui ont été mis, c'est que le point de départ, en fait, pour pas avoir d'écueil, c'est que la commune soit déjà en phase avec tout ça. C'est-à-dire qu'elle ait déjà fait cette démarche pour ensuite la prolonger. Parce que là, la problématique, c'est la problématique du public, privé, etc. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas abordé ces points-là, parce que on travaille avec le CIGERLI et avec les parcs d'éclairage qui sont aux fonctionnels routiers, aux fonctionnels piétons. Donc le problème, c'est que nous, on n'a pas à intervenir sur ces aspects-là, quoi. Mais je pense qu'on a évoqué ça au moment de la restitution avec monsieur le maire de Francheville, monsieur Vernas, c'est qu'on se rend compte quand même que très rapidement, si la communauté, si la communauté de communes n'a pas fait ce travail-là, elle ne va pas pouvoir aller prêcher la bonne parole facilement auprès des AG, de tout ce que vous voulez, quoi. Donc la première phase, c'est déjà d'être le bon élève, quoi. Et puis surtout, c'est intéressant puisque vous allez pouvoir montrer que finalement, on y arrive et que ça ne rend pas la ville insécure, ça rend pas... Et après, oui, c'est de la communication, hein, c'est sûr que c'est... J'ai pas de réponse formelle là-dessus parce que tout ça, c'est nouveau et c'est pas toujours évident, quoi. Mais justement... Mais oui, par contre, on peut quand même s'appuyer. Alors, j'ai vu que tu avais réagi, mais l'avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à avant 2018, c'est qu'il y a quand même des articles de l'arrêté de 2018 qui fixent, qui donnent des prescriptions photométriques et temporelles sur ces aspects-là, quoi. Donc on a quand même un cadre réglementaire qui nous permet quand même de s'appuyer sur quelque chose... là où on n'avait absolument rien avant, quoi. Mais justement, pour faire le lien avec ces questions, le CEREMA, indépendamment du CIGERLI, j'ai envie de dire, est-ce que le CEREMA n'aurait pas envie de se saisir de ce sujet pour justement étendre les préconisations à l'éclairage public, aux parkings privés qui sont effectivement source de grandes nuisances, aux parcs de publicité et d'enseigne, pour avoir quelque chose d'assez global sur les territoires. Et je rebondis justement sur la luminance. Dans le Code de l'environnement de 2012, dit que les enseignes et les publicités doivent avoir une luminance limitée, qui sera fixée par décret plus tard. Les décrets ne sont jamais sortis. Oui, ça c'est valable pour beaucoup de choses. C'est des sujets qu'on essaye de se saisir, mais après c'est toujours pareil, c'est les moyens qu'on met derrière. Et juste du coup pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, et quand vous nous avez fait la présentation en copil la dernière fois, j'ai aussi dit que si on multipliait, alors là ils ont montré que quelques cartes, mais il y en avait vraiment beaucoup, et moi qui aime beaucoup la carto, j'étais très content. Mais j'ai dit, si vous vous rappelez Romuald, si on le fait pour toutes les communes, on a cartographié la trame noire. Donc c'est un sujet qu'on a avec Pierre Athanase à la métropole, et en posant ça sur l'agglomération, la métropole plus les 8 communes, la ville de Lyon ayant déjà fait le travail de son côté, on a une idée de là où il faut surtout pas mettre de présence lumineuse et là où ça pose problème. Donc c'est là où je te passe la main en disant il faut réinsister auprès de la direction de l'écologie pour que nous avancions sur le sujet, pour qu'on ait une trame noire réelle et qu'on sache ce qu'on veut faire ou pas dans les prochaines années sur ce sujet-là qui est malgré tout relativement important. Il y a une question encore? On prend une dernière. Hop, monsieur Millet. Non, tu as raison. Ma première expérience d'extinction nocturne, j'avais réalisé que ce qui était le plus lumineux, c'était la station de tram. Bref, mais c'était pas ma question. Ma question, c'était... Je triche un peu parce que le premier truc le plus lumineux, c'était le grand parking de voitures de Corba, qui faisait un halo lumineux impressionnant. Mais ma question, c'était, est-ce que dans la démarche du SDAL, vous intégrez d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un chapitre, ou en tout cas d'une interrogation, des enjeux de prévention situationnelle, et donc en interrogeant les partenaires de la sécurité publique, notamment la police. En tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est qu'il y a beaucoup de dialogue autour du travail d'extinction ou d'abaissement, qui tient compte, par exemple, de l'existence de caméras et de la capacité de ces caméras à avoir un certain niveau d'éclairement, etc. Donc, est-ce que ce partenariat, vous pouvez le construire? Est-ce que ça ne conduirait pas à avoir peut-être un chapitre quelque part dans le SDAL? Alors oui, si vous parcourez attentivement le SDAL, en fait, forcément, la question se pose à un moment donné. Donc, alors nous, on ne va pas jusqu'à la police.
notre interlocuteur reste la commune, enfin les élus, mais on a eu ce travail, en fait, on a eu une réflexion avec Francheville, justement par rapport à la vidéoprotection, en fait, où on a localisé, alors vous savez qu'il y a des caméras qui voient la nuit, on va dire, d'autres non. On a regardé jusqu'à combien de lux on pouvait descendre. En gros, le seuil, c'est 7 lux et demi pour que la caméra puisse voir encore. Et en fait, sur cette base-là, et puis la cartographie des caméras de vidéoprotection de Francheville, qu'on a hiérarchisées avec celles qui sont celles qu'on veut surtout pas éteindre, on va dire. Donc on a fait ce travail, oui, bien sûr. On est en train de le faire aussi sur Craponne en ce moment. Voilà, donc dès qu'il y a un schéma comme ça, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais de vidéoprotection, enfin on s'interroge dessus, oui, bien sûr. Ouais. Ça fait l'objet d'une carte encore. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, hein, mais oui, quand ça existe, on va dire, on l'intègre dans nos réflexions. Oui. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, merci pour votre écoute et aussi Gerly.